Laurent, Roland, Tony, bonjour. Ahmed Harikwa, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue. Merci. Pourquoi le bonjour des amis téléspectateurs, il a l'air plus beau, plus enjoué que le mien? Enfin, celui à moi adressé. Bon, c'est vous qui faites le constat. Plus sérieusement. Allez, on démarre par le quotidien Le Révélateur du jour. Laurent, Roland, Tony, situation des dialysés. Un député tire sur la sonnette d'alarme. Ah oui, c'est assez triste ce qui se passe depuis quelques années, notamment au Bénin. Pour ce qui concerne la situation des dialysés, nous savons très bien que... Permettez que je corrige. Le révélateur, c'est tirer la sonnette d'alarme, oui. tirer sur la sonnette d'alarme. Et donc, il faut préciser que sous l'Ancien Régime, il y avait une prise en charge jusqu'à une certaine hauteur qui permettrait aux dialysés d'espérer à continuer à vivre dans une certaine mesure. Mais malheureusement, en 2018-2017, si mes souvenirs sont bons, il avait été décidé de suspendre toute subvention et de faire un point. Parce qu'il aurait été révélé qu'il y a eu une malversation en la matière et donc il fallait revoir le mode de fonctionnement à un moment donné. Et malheureusement, depuis là, rien n'a changé parce que les dialysés sont laissés pour compte, sont abandonnés en griffe parce que je connais beaucoup de cas qui aujourd'hui alertent et supplient même le gouvernement pour que cette prise en charge soit effective, mais malheureusement rien n'est fait. Et donc quand on regarde cette situation aujourd'hui, des gens meurent en silence. Je prends l'exemple simple de notre confrère journaliste Judy Khaled Baguidi, et il n'est pas le seul journaliste d'ailleurs, il y a au moins 2, 3, 4 journalistes qui sont dans cette situation, mais Judy Khaled Baguidi par exemple qui à plusieurs reprises a alerté, a supplié, même envoyé des messages de supplication, en tout cas vers le gouvernement, pour qu'une solution soit trouvée pour la prise en charge. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a vu le président de l'association des dialysés monter au créneau également encore pour demander à ce que le gouvernement se penche sur la question pour une prise en charge véritable. Malheureusement, jusque-là, pas de solution. Et donc, je crois que ce député du Parti démocrate est en train d'interpeller le gouvernement. Et je veux bien voir quels sont les arguments que le ministre de la Santé pourra mettre sur la table pour justifier cet état de choses qui contribue à la perte, à la mort de beaucoup de personnes. Vous savez, vous pouvez être dialysé, mais être bien dans la tête de continuer à travailler, à continuer à apporter une plus-value à l'économie béninoise, apporter des choses assez qualitatives à votre pays. Mais malheureusement, ces personnes aujourd'hui, c'est à croire que, bon, on n'a plus d'espoir, donc il faut les laisser mourir dans le silence total. Je pense sincèrement que le gouvernement ferait mieux. En tout cas, on attend les réponses du ministre de la Santé, mais il n'est jamais tard de mieux faire. Nous avons encore 2 ou 3 ans devant nous, avant la fin du régime de Patrice Talon. Il serait bien que le gouvernement revienne sur cette décision et d'aider les personnes qui meurent. Vous savez, pour donner l'exemple, c'est qu'il faut payer 110 000 francs par dialyse. C'est-à-dire que si vous devez y aller 2 fois, ça fait 110 000 francs fois 2 fois par semaine, 140 000 francs par semaine. Et imaginez par mois ce que ça donne. Et donc, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens. Je sais que le cas du confrère Judy Khaled Baguidi, par exemple, c'est des bonnes volontés qui, à un moment donné, ont cotisé pour lui. À un moment donné, il n'a pas l'argent, donc il est obligé de se ressortir encore, de faire encore un message, de supplier, et les gens voilà son secours pour l'aider. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que ça va se passer comme ça? Je crois même qu'au niveau de l'UPMB, on avait parlé de mutuelle, mais malheureusement, laquelle mutuelle? Est-ce que ça fonctionne vraiment pour les journalistes? Mais la plus grande décision à prendre, ce n'est pas le gouvernement, pour permettre à ces personnes de continuer à vivre. On peut être dialysé et vivre encore 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est possible. Mais dans le cas d'espèces, quand on les abandonne, il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Et donc, ne pas faire la dialyse pendant une semaine, la deuxième semaine, la mort n'est plus loin, c'est qu'il n'y a plus d'espoir pour autant. Donc, je crois que c'est très bien. Et c'est en cela que je dis, en fait, que les députés de la mouvance, dans une certaine mesure, je ne comprends pas. Parce que, au-delà de ce que, oui, ils sont à l'Assemblée nationale parce que quelqu'un leur a fait du bien en les positionnant, je crois qu'ils doivent aussi se rendre compte de ce qu'ils sont représentants du peuple. Parce que cette situation des dialysés, ça ne date pas de 2023. Bien sûr. Et ça fait des années qu'on... Je crois, on a même fait au moins 2, 3, 4 émissions sur cette affaire ici.
Mais des députés qui, j'ai comme l'impression que ça ne leur dit rien, la vie des citoyens. Non, il faut, au-delà du soutien qu'on peut apporter à un chef d'État, au-delà de la reconnaissance à un chef d'État, on peut véritablement se prononcer sur les questions essentielles. Demander des comptes sur la situation des idéalisés au Bénin, ce n'est pas insulter Patrice Talon, ce n'est pas être ingrat. C'est en fait une manière de rappeler à Patrice Talon qu'il doit bien faire pour que l'équipe continue à bénéficier de la confiance du peuple. C'est rien de ça. Voici quelqu'un qui bénéficie en tout cas de la confiance eh bien, des siens, même après sa mort. Grand projet muséal dédié à la vie et aux œuvres de Jean Pliat. Les travaux de la première phase débat bientôt, Laurent. Oui, Jean Pliat, c'est un grand homme. On a vu son parcours, et notamment son parcours, je dirais, professionnel, son parcours spirituel. C'est un grand dans la République. Et quand vous regardez un peu ce qu'il a été, ce qu'il a représenté, tout ça, ça mérite, en tout cas, qu'on l'enseigne à la nouvelle génération, et qu'on parle de ça via la nouvelle génération pour que les gens s'inspirent de ce qu'il a été. Moi, pour le peu que je connais sur lui, je pense que c'est un grand. Et il va falloir, comme c'est un projet muséal, oui, évidemment. Et c'est ainsi qu'on peut faire pour beaucoup de grands qui sont passés, en tout cas, des gens qui ne sont plus de ce monde, même des gens qui sont encore en vie, on peut trouver la formule pour les rendre immortels dans une certaine mesure. Rendre immortel Jean Pliat par un projet muséal, je crois que c'est parfait, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Je crois qu'à Boncaville, là où il a été inhumé dans sa maison, je crois que beaucoup de personnes vont là pour se recueillir sur sa tombe. Et c'est aussi un lieu de prière pour beaucoup de personnes. N'oubliez pas que c'est lui le fondateur du renouveau charismatique dans l'Église catholique. C'est vrai qu'au départ, le mouvement n'avait pas été accepté, mais il a fini par s'imposer. On sait combien ce que le renouveau charismatique apporte à beaucoup de chrétiens catholiques aujourd'hui. On a pu voir ce qu'ils ont pu faire, ce qu'ils continuent de faire pour beaucoup de chrétiens catholiques. Quelqu'un comme ça doit être immortalisé. Peut-être que s'il était un prêtre ou un évêque ou je ne sais quoi, peut-être que le Vatican chercherait certainement à le canoniser. Qui sait? Donc je crois que oui, ce projet muséal est apprécié, applaudi et vivement que les gens accompagnent ce projet. Mais pour d'autres personnes aussi pour lesquelles on peut faire la même chose, je souhaite que le gouvernement s'y penche. On reste avec le quotidien Le Révélateur du jour, lutte contre les incendies dus à l'essence au paillot, les premières mini-stations ouvertes dans plusieurs quartiers de Cotonou. Oui, les mini-stations sont fonctionnelles désormais. Il faut passer par Badjo-Mende et certains quartiers pour se rendre compte que les mini-stations fonctionnent déjà comme le souhaitait le gouvernement. Le plus important maintenant, oui, c'est de commencer par... Je l'ai dit, on ne peut pas du jour au lendemain finir avec l'essence du contrebande, mais dans les grandes villes, on doit pouvoir mettre fin à cette situation. Donc, je parle de Porte-Novo, je parle de Cotonou, je parle de Parakou, je parle même d'Abomey-Clavi qui est maintenant une commune, une ville à statut particulier. Donc, quand on prévoit ces communes, il faut progressivement travailler à réduire, en tout cas, à éloigner cette activité pour que c'est une ville ait un aspect assez attrayant, parce que l'image qu'on voit des bouteilles remplies d'essence au bord des voies, parfois, ce n'est pas une bonne image. Ce n'est pas digne des grandes capitales, dans une certaine mesure. Donc, on peut faire en sorte que l'essence de contrebande on continue à vendre ça dans des régions comme Alada, Ouida, Pomassé, un peu loin, parce que là, difficile d'avoir des stations, parce que quand vous quittez Glodibé ici, difficile d'avoir une station tous les 3 km ou 4 km. Donc, dans ces régions, on peut accepter en attendant que d'autres opérateurs économiques aient la volonté d'implanter des stations et qu'au fil du temps, qu'on se retrouve des stations le long des routes nationales inter-États. Mais en même temps aussi, dans les agglomérations, dans les villages, il faut trouver le mécanisme pour sécuriser davantage cette activité pour qu'on n'en soit pas à observer des cas d'accidents, d'incendie, qu'on a pu voir, comme le dernier cas à Saint-Craqué. Donc, c'est autant de choses qu'il faut faire. Déjà,
apprécier ce que le gouvernement fait, féliciter le gouvernement pour avoir mis en place ces mini-stations. Ça crée de l'emploi parce qu'au-delà des grandes stations qui fonctionnent, c'est beaucoup de jeunes qui trouvent de l'emploi. C'est beaucoup de personnes qui doivent se reconvertir. Et c'est ce qu'on disait en fait. Les vendeurs d'essence de contrebande doivent pouvoir s'adapter à la nouvelle situation, et participer à cette vision du gouvernement en acceptant de vendre à travers les mini-stations et faire en sorte que nous puissions avoir une ville assez propre, assez belle dans certaines mesures. Mais en même temps, et de créer de l'emploi. La question de l'emploi, la question de la sécurité, la question de la beauté aussi. Justement. Donc, ça participera à créer beaucoup d'emplois, en tout cas des emplois dans notre pays, et c'est à saluer. À saluer donc cette réforme opérée par le président Patrice Talon. Patrice Talon, justement, le quotidien Matin Libre, on parle ce matin, premier projet de révision de la Constitution. Talon n'a toujours pas digéré le rejet, et pourtant. Je vois les soutiens du chef de l'État parfois s'en prendre aux opposants, comme quoi ce que les opposants dénoncent ou bien reprochent ou réclament aujourd'hui, que c'est parce qu'à un moment donné, ils avaient refusé la révision de la Constitution, notamment au cours de la 7e législature. Et je voudrais peut-être... C'est après cet épisode que la fameuse formule, si je ne m'abuse, de la ruse et de la rage a été, oui, et justement, moi, sortie. Je dis c'est quand même bizarre que de penser que c'est parce que des gens ont refusé la révision de la Constitution que parfois on trouve des stratégies pour les contourner ou les empêcher dans certaines mesures. C'est après ça qu'on a commencé justement par faire usage de ruse et de rage. Mais celui qui a proclamé la ruse et la rage, je sais que actuellement il subit aussi la ruse et la rage de son côté. Ah, vous pensez? Contraint au silence. Oui, tout ce que vous semez, vous le moissonnerez sous le soleil. D'accord. Joseph Diagbenu est-il celui qui pouvait prétendre des pas de rue de rage avec beaucoup de vigueur hier, aujourd'hui, beaucoup de verbe, d'éloquence? Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore ça? Une interrogation. Toujours est-il que vous semez, vous moissonnez. Alors, donc, pour dire quoi, c'est pas parce que les gens ont refusé la révision de la Constitution qu'à un moment donné, il ne faut pas peut-être avoir la bonne foi. Si vous avez véritablement la bonne foi de faire les choses, je pense que ce n'est pas une révision nécessairement qui devait vous permettre de le faire. C'est-à-dire vous pouvez avoir la volonté de le faire et montrer que ça venait vraiment de vous et que vous avez en votre âme et conscience décidé de le faire, que vous l'assumez. Maintenant, se cacher derrière un rejet de la révision de la Constitution et pour sortir toutes les cartes et montrer que c'est parce que les gens à un moment donné n'ont pas voulu accompagner la révision de la Constitution, c'est justifier ce qu'on ne peut pas justifier à la limite. Donc, et je pense que tous ceux qui disent ça, le chef de l'État, je le rappelle ce matin encore, tous ceux qui sont autour de vous, qui vous parlent, qui vous disent ce qu'ils pensent, ils ont leur intérêt aussi. Mais vous répondrez seul devant le peuple béninois. Donc je pense qu'au-delà de tout, il vaut mieux, à un moment donné, assumer ses choix, mais en même temps faire en sorte que, oui, ce qu'on a dit de sa propre bouche, qu'on puisse respecter cela. Parce que personne n'avait obligé le chef de l'État à faire des déclarations. Il a fait des déclarations. Peut-être qu'à un moment donné, ils ont voulu participer à la révision de la Constitution. Les gens, à un moment donné, craignant un certain nombre de faits, ont bloqué cela. Mais cela justifie-t-il le fait qu'on ne veuille pas exprimer ou bien mettre en pratique ce qu'on s'est dit soi-même clairement, sans aucune pression, parce que je ne vois pas qui peut mettre pression sur Patrice Talon pour qu'il fasse des déclarations. Donc, c'est de ça qu'il est question. Bon, maintenant, après ça, c'est le pouvoir. Il faut assumer ce qu'on fait. On parlait de l'installation des mini-stations, réforme saluée. Réforme saluée aussi par Matin Libre, mais il s'agit d'une autre réforme ici, Laurent Roland Toneniquez, dématérialisation du paiement des pensions de retraite au Bénin, un véritable soulagement malgré les couacs. Oui, écoutez, le gouvernement du Bénin, depuis 2016, a des points positifs sur beaucoup de points positifs. Oui, mais écoutez, laissez-moi finir. Finissez. D'accord. Donc, à des points positifs et sur lesquels il n'y a pas match. Comme on le dit vulgairement, il n'y a pas photo. Sur certaines questions essentielles, Patrice Talon mérite donc qu'on lui donne la palme dans une certaine mesure. Parce que oui, il nous a aidés à sortir de certains problèmes. Quand je parle de dématérialisation aujourd'hui, franchement, le Bénin
est en avance sur beaucoup de pays. De la sous-région. J'ai été surpris de voir des Ivoiriens en Turquie en avril dernier me dire qu'il n'y a pas de dématérialisation chez eux. C'est-à-dire qu'ils continuent de faire le marathon qu'on faisait avant, hier. À la SBE, Non. C'est que quand vous avez besoin d'une date de naissance, d'une pièce, d'un casier judiciaire, et que vous êtes né à Natinengou, il faut aller à Natinengou. Je dis, c'est plus ça en ligne pour demander votre casier judiciaire. Bien sûr, bien sûr. Et donc, tenant compte, parlant de dématérialisation, Patrice Talon, j'avoue, c'est un as. Il a fait ce qu'il pouvait faire pour régler les problèmes des citoyens. Aujourd'hui, vous pouvez payer les factures de chez vous, vous pouvez faire un certain nombre de choses. Donc, la dématérialisation aujourd'hui, c'est à saluer et à encourager. Parce que ça nous permet de gagner du temps. Ça nous permet de gagner du temps et qu'on soit opposant ou mouvancier, il faut vraiment apprécier ce qui est apprécié. Et sur cette question, moi je dis haut et fort, oui, chapeau à Patrice Talon pour ce travail. Chapeau à Patrice Talon pour ce travail. Talon, on en parle toujours avec le matinal. Cette fois, inflexibilité de Talon sur la libération des prisonniers et exilés dits politiques. Le matinal qui se propose vraisemblablement d'esquisser quelques portes de sortie pour l'opposition. Quelles sont les portes que vous entrevoyez, vous, justement, Laurent Roland, Anthony Niquès, pour l'opposition dans ce contexte? Je ne sais pas de quoi parle le journal. C'est pour ça que je vous pose la question. De votre point de vue, quelles sont les portes de sortie que vous entrevoyez pour l'opposition face à cette inflexibilité? Non, bon, moi je crois que c'est le débat, peut-être le discours que les gens ont toujours tenu c'est que l'opposition doit revoir son discours, essayer d'avoir un discours apaisant plutôt que d'avoir un discours va-t-en-guerre, et que c'est le discours apaisant qui pourrait rassurer le chef de l'État, l'amener à réfléchir dans une certaine mesure. Est-ce que c'est ce que vous croyez? Est-ce que c'est ce en quoi vous croyez? Je ne crois pas. D'accord. Je ne crois pas parce que quand on regarde un peu le personnage en face Patrice Talon, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut influencer. C'est-à-dire que quand vous avez un discours apaisant... C'est vrai qu'il y a deux manières d'influencer. Attendez, vous savez, Patrice Talon, c'est quelqu'un qui connaît les acteurs politiques. Je le dis, de l'opposition à la mouvance, il les connaît. Il connaît même dans leur, c'est-à-dire que, excusez un griffe, dans leur cas, le son, dans une certaine mesure. Donc, il les maîtrise. Donc, quand même quelqu'un est en train de tenir un discours, même si c'est un discours apaisant, s'il est sincère ou pas, Patrice Talon peut savoir. Et le connaissant, je sais que il fera ce qu'il a envie de faire quand il le voudra. Quelles qu'en soient les stratégies de l'opposition, une fois qu'il dit qu'il ne fera pas, c'est que ce n'est pas évident qu'il le fasse de sitôt. Il peut surprendre à tout le monde parce que nous sommes sur un terrain politique. D'autres facteurs exogènes peuvent l'amener à revoir sa position. Mais en l'état, c'est-à-dire, ce n'est pas un Boniaï qui était malheureusement influencé par les premiers acteurs politiques qui, au détour d'un chantage, d'une conférence de presse, devaient peut-être les appeler en même temps au palais, les recevoir et leur demander ce qu'ils voulaient et les promouvoir comme toute attente dans une certaine mesure. Nous avons ici un personnage carrément différent de Boniaï qui, dans une certaine mesure, j'insiste là-dessus, n'est pas influençable. Donc, il va falloir peut-être autrement prendre du recul, l'observer et le laisser prendre la décision quand il le voudra. Mais je pense, et je le dis sincèrement, il vaut mieux le faire plutôt que d'attendre tard pour le faire, parce que le faire plutôt en choisissant le bon timing, ça a plus d'effet que quand on attend, quand on le veut pour le faire. Parce que quand vous attendez, quand ça vous plaît pour le faire, c'est qu'en ce moment, le peuple a peut-être longtemps attendu, vous a longtemps espéré, et n'en voulait plus en réalité, dans une certaine mesure. Donc, c'est ce que je pense qu'il y a assez à porte de sortie. Maintenant, il n'y a que peut-être à l'Assemblée nationale, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles les démocrates doivent peut-être coopérer. Hein, et il peut y avoir des lois sur lesquelles on demandera la collaboration des démocrates pour voir comment est-ce qu'ils vont se comporter. Il y a le budget qui doit être voté bientôt, sachant que les députés de l'opposition ont rejeté le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. On ne doit pas être surpris de les voir rejeter, par exemple, ce budget. Mais c'est vrai que, dans une certaine mesure, je le dis, il ne faut pas rejeter pour rejeter. C'est du Bénin qu'il est question. Donc, s'il y a des points positifs dans ce budget qui méritent d'être votés, je crois qu'il faut voter plutôt que de jouer l'opposant à tout va, dans une certaine mesure. En tout cas, la séance plénière est censée se tenir le 8 décembre prochain par rapport au projet de loi de finances, gestion 2024. Wait and see. Avez-vous entendu le président Thomas Boniaï, puisqu'on en était à parler du Parti des démocrates,
interpréter l'hymne de son parti. Je n'ai pas encore suivi. Il aurait à nouveau frappé. Oui, mais écoutez, je vous ai dit, l'absence de Patrice Talon sur le terrain, Oui. le manque d'activité de Patrice Talon sur le terrain Profite profite à Boniaï qui, lui, veut être tout le temps en activité. Donc, c'est à Patrice Talon pour le reste, pour le temps qu'il lui reste, c'est à lui de voir sa stratégie, comment est-ce qu'il faut faire pour être un peu beaucoup plus proche des populations, de Tukuntuna, de Sakété ou de Pobert, de Djakotomé, de Zinvier et autres là. Je ne lui dis pas d'aller se promener tous les jours, mais au moins une sortie peut-être par mois. Dans un département, c'est très important parce que de 2016 à 2021, on peut compter le nombre de sorties du chef de l'État. Et de 2021 aujourd'hui, on peut compter le nombre de sorties du chef de l'État dans certaines localités. Et pourtant, il est président du Bénin. Je ne dis pas qu'il doit sortir à tout bout de champ. Le président du Bénin, quand même, à un moment donné, doit pouvoir aller dans certaines régions, même si c'est pour 5 minutes de descente, pour échanger avec la population ou bien échanger avec les élus locaux dans cette musique, il faut le faire. Ça va beaucoup plus l'aider, la suite de son système. Merci à vous, Laurent Rolando Néniquet.